bienvenue à tous dans l'épisode numéro 153 du Hoopcast. Alain Mattei, très heureux de vous retrouver pour votre dose hebdomadaire de NBA. À mes côtés cette semaine, il est de retour de vacances, il est bronzé et il va bien. C'est Georges Eddy, bonjour. Bonjour Alain. Ça a été ce petit break, ce All-Star break. Ah, fantastique, dans la Guadeloupe où le basket est roi. Ah voilà, Georges fait agence de voyage en même temps. Oui, c'est vrai. Jérémy Le Besson, bonjour. Bonjour tout le monde, bonjour Georges, bonjour Alain. Messieurs, au programme cette semaine, un putsch chez les Lakers. On va aussi parler d'un trade décevant All-Star Game. Les jeunes Européens sont-ils meilleurs que les jeunes Américains? Ce sera la question du débat. Et puis on recevra Julien Barthélémy, président et fondateur de la Knicks Nation France. C'est parti pour un nouveau Hoopcast. Sizing up Anderson, long three. Kyrie Irving. Après le tremblement de terre sur le terrain avec DeMarcus Cousins que vous retrouvez dans le Before, on vous le rappelle, le tremblement de terre dans les bureaux, c'était quelques heures après. Chez les Lakers, Magic Johnson a pris le pouvoir, il est désormais président et il n'a pas traîné. Le GM Mitch Kupchak est viré, Jim Buss est viré également puisqu'il a laissé la place à Magic. Et on a un nouveau GM, Rob Pelinka, l'ancien agent de Kobe Bryant. Ça a été très très vite, hein. Entre le moment où on a annoncé les rumeurs pour Rob Pelinka et son embauche, il doit y avoir 3 heures. Messieurs, c'est arrivé d'un coup avec un drôle de timing, 2 jours avant la trade deadline, ce qui est quand même pas conventionnel pour bouger son front office. Ça ressemble à un putsch. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour les Lakers? Alors pour moi, c'est pas un putsch, on l'interprète un peu mal. C'est vrai que Magic Johnson avait déclaré qu'il voulait être président des Lakers, décideur, et étrangement il le devient. Mais je pense que en fait, c'est Jeanie Buss qui a quand même pris cette décision, qui a tranché au final. Depuis le début, on savait qu'elle avait mis son frère sur la sellette. Ça, c'est clair que Jim Buss allait partir. En revanche, Mitch Kupchak, c'était pas encore si sûr que ça. On en a parlé pendant le Before. Mitch Kupchak n'a pas voulu acquérir DeMarcus Cousins. Je pense qu'il est enterré par ça en fait. Ah ouais, ça l'a enterré. Elle le voulait. Hein. Elle voulait vraiment Jeanie Buss. Et plein d'autres décisions. Surtout les contrats de Mozgov et Lowell Deng. Qui n'ont pas aidé dans la balance. On est d'accord. En fait, Jeanie Buss était désespérée que les Lakers n'arrivent pas à attirer de stars depuis 3 ans. Voilà. Et DeMarcus Cousins, c'était la goutte de trop. Donc voilà, elle a fait table rase. Ce qui me choque un peu plus dans les deux que tu as cités, c'est le troisième, c'est John Black, qui était le RP des Lakers, qui faisait jusqu'ici du très bon, enfin qui a toujours été émérité, estimé. Ah bah oui, mais non. Voilà. Magic Johnson tweet lui-même. Ah ouais, voilà. Magic Johnson tweet lui-même. Mais après, est-ce que c'est une bonne nouvelle? Oui, parce que moi, en tant que grand fan de Mitch Kupchak, je pense quand même qu'il avait fait son temps. Il commençait à avoir fait son temps. Jim Buss, je pense qu'il n'était pas très compétent. Et je pense que c'est bien de ramener du sang neuf. Je ne suis pas sûr que Magic Johnson soit la bonne personne pour prendre des décisions sportives. En tout cas, je pense que c'est une image qui, elle, fera du bien aux Lakers. S'il sait laisser le general manager Rob Pelinka prendre lui-même ses décisions. Et dans ces cas-là, ça sera une très bonne chose. Oui, et il a dit que Pelinka aura toute la latitude de faire son métier, mais la décision finale reviendra à Magic. Mais je pense que Magic, qui est quand même un PDG qui gère une fortune de plus d'1 milliard de dollars, a montré ses qualités de leadership dans le business. Il connaît le basket. Il sait que le basket d'aujourd'hui n'est pas le même basket de son époque. Tout a changé. Il a tout à apprendre, le salary cap, les stats avancées. Et il est prêt à le faire. Mais je pense qu'il est surtout prêt à déléguer à quelqu'un comme Pelinka. C'est clair que Magic, personnellement, n'a pas vraiment montré des grandes qualités de jugeur, de jeune talent de la NBA parce qu'il a fait des tweets où il a encensé des joueurs qui étaient nuls. Georges, est-ce que tu parles du tweet où il dit « Les Bucks viennent d'acquérir le nouveau Jason Kidd avec Michael Carter-Williams ». Oui, il y en a plein comme ça. Il a aussi dit si j'avais le premier choix en 2011, je sais que c'est Brandon Knight, ce genre de choses, ou Jimmy Fredette, c'est le real deal. Alors voilà, il en a sorti plein. J'en ai quelques-uns si vous voulez. J'ai aussi félicitations à Jim Dolan, le président des Knicks, et à Steve Mills, le GM, d'avoir fait venir un champion et un gagneur comme Phil Jackson. Alors celui-là, il est très très dur à comprendre. Avec Stephen Curry sur le terrain, les Warriors sont une équipe qui joue le titre. Sans lui, c'est toujours une bonne équipe. Donc il est très observateur aussi, visiblement. Oui, il a toujours enfoncé des portes ouvertes. Il y a des tweets, comme dans son talk show. C'est ça, c'est des tweets Captain Obvious. Il y en a beaucoup comme ça. Il y a eu énormément de tweets sur Kevin Durant. Il faudrait que les Lakers signent Kevin Durant. Il faudrait que les Lakers appellent Kevin Durant. Il faudrait que les Lakers fassent venir Kevin Durant. Ça n'a pas marché. Et il y en avait un aussi où il disait qu'il fallait appeler l'agent de LeBron James au cas où il veuille partir cet été. Après, Georges a dit quelque chose de très important, c'est qu'en effet, Magic, même si c'est un bon businessman, il ne connaît pas du tout le salary cap et encore moins la nouvelle convention collective qui
va arriver. On se souvient d'un autre exemple de Michael Jordan, président d'une franchise, pas propriétaire, mais président d'une franchise, et c'était les Wizards. Et quand Michael Jordan ne voulait pas déléguer, il a fait d'énormes conneries. Maintenant, si demain Magic Johnson sait déléguer et apprend le travail, mais confie surtout la grosse majorité du travail, et surtout qu'au-delà de Rob Pelinka, il y a quand même Ryan West et Jesse Buss qui sont au poste d'assistant GM et directeur du scouting. Normalement, ça devrait le faire. Après, il faut quand même souligner que Magic Johnson, très rapidement, avant même l'embauche de Rob Pelinka, a fait un premier échange, celui de Lou Williams, qui peut paraître surprenant, mais qui n'est pas inintéressant. Ça va dans le sens de le rajeunissement absolument nécessaire et obligatoire. En plus, Lou Williams, à son âge, il a envie de jouer pour une équipe qui joue pour quelque chose et pas dans une reconstruction à la dernière place de la conférence Ouest. Donc, c'est un peu pour Lou Williams. Corey Brewer, c'est pas un mauvais joueur, à mon avis, il peut se relancer un peu. En fait, à Houston, si vous n'avez pas un shoot de loin, vous ne pouvez pas jouer dans le jeu de D'Antoni, à côté de Harden. Et Corey Brewer était à 20% à 3 points. Ouais, voilà, donc il va défendre, il va courir avec les jeunes Lakers. Donc je pense que c'est un win-win pour les deux équipes, cet échange. Les Lakers voyaient sur cette fin de saison-là sur des ambitions, enfin un objectif plus lointain. C'est-à-dire que Lou Williams s'occupait beaucoup de séquences de fin de match qui d'ailleurs faisaient gagner les Lakers, ce qui n'est pas forcément dans l'intérêt des Lakers cette année. Et finalement, en jouant aussi bien, et notamment en jouant aussi bien les fins de match, il prenait du temps de jeu aux jeunes qui ont aussi besoin de se faire là-dedans dans ces moments-là. Ça veut dire D'Angelo Russell, ça veut dire pas Nick Young, Jordan Clarkson. Et donc voilà, comme ils n'ont rien à espérer, finalement c'est un des rares joueurs des Lakers avec de la valeur, de la vraie valeur, au-delà des jeunes comme Brandon Ingram. Et donc ils en ont tiré un premier tour de draft qu'ils voulaient absolument. Ils passent au-dessus du cap sur $500 000 sur cet échange-là, mais ce qui n'est pas vraiment très conséquent. C'est pas un mauvais échange, ça fera du bien à Lou Williams aussi de disputer les playoffs et Mike D'Antoni gagne encore un gunner de folie. Après, il y a un détail que vous n'avez pas mentionné non plus, c'est qu'ils doivent tanker les Lakers. Parce que, oui, tout à on fait, l'a dit, ouais. les Kings en plus vont tomber plus bas parce qu'ils ont perdu Cousins. Et si les Lakers n'ont pas un choix du top 3, ils le perdent. Ils le perdent, oui, donc tout à fait. Il faut absolument tanker. C'est pour ça qu'ils doivent perdre les matchs. Et ils perdent aussi un choix en 2019 qui est lié. Ouais. Donc, à mon avis, ça ne va pas être difficile de perdre des matchs d'ici la fin de la saison chez les Lakers. C'est pas le plus dur. Vu comment c'est mal barré. Alors, c'est difficile, on va juste boucler sur Magic et sur Pelinka. C'est très difficile à juger puisque forcément ils n'ont rien fait. Donc là on est vraiment dans la boule de cristal. Pelinka, c'est encore plus dur à juger. C'était un agent il y a 3 jours. Ouais, mais Bob Myers, c'était agent. Alors voilà, c'était l'exemple que j'attendais. Il y en a plein d'exemples dans l'hierarchie des clubs. Après, NBA. généralement, honnêtement, les agents ont une très grosse connaissance technique justement du salary cap et des conventions collectives. Ils les connaissent par cœur. Du talent des joueurs. Du talent des joueurs parce que pour avoir des joueurs pour les recruter, il faut les scouter. Voilà, c'est tout ça aussi un agent, ça englobe tous ces départements-là et donc généralement ça peut faire quand même de très bons general managers. Bob Myers l'a prouvé, il a d'ailleurs été prolongé avec une revalorisation salariale l'été dernier parce que les Lakers le voulaient. Donc je pense que honnêtement connaissant le background de Rob Pelinka qui était aussi un ancien joueur de Michigan, oui c'était un bon joueur. Agent de Kobe Bryant, agent de James Harden, c'était aussi le premier agent de Kevin Durant. On n'est pas agent de ces joueurs-là sans. D'ailleurs, ça remet Kobe dans le circuit. Oui, il ne faut pas oublier ça. Parce que Magic et Kobe, mais c'est quand même important dans un club avec une énorme tradition comme les Lakers ou les Celtics, que ces anciens joueurs jouent un rôle positif, pas en prenant toutes les décisions au jour le jour, mais en étant présents et en apportant une certaine aura. Après, Kobe, je pense qu'il n'aura jamais, en tout cas pas dans les 5 prochaines années, un rôle dans l'organigramme officiel. Il peut venir voir les joueurs à l'entraînement et transmettre son niaque. Ouais, et s'il arrive à faire ça à quelques jeunes joueurs des Lakers, ils vont progresser plus vite. Il y a quand même un point négatif dans cette histoire, c'est que Luke Walton avait été embauché par Mitch Kupchak. Bon, c'était aussi un choix de Jenny Buss, etc. Mais il semble que Luke Walton a été un peu gêné quand même par certaines déclarations de Magic Johnson sur l'orientation à donner, etc. J'ai peur que, justement, on sait ce que ça peut donner à un ancien joueur qui donne son avis sur tout et sur comment le jeu doit être mené. Je pense qu'autant il doit déléguer à Rob Pelinka la gestion des coulisses, mais il doit laisser Luke Walton gérer comme il l'entend le jeu. Et Magic doit apprendre de la mauvaise communication de Phil Jackson et se la fermer. Parce que maintenant, il doit communiquer en interne toutes ces choses-là. C'est fini les tweets où il remet en question les choix tactiques, etc. C'est ce que j'allais dire, Georges. On doit donc espérer que le nouveau président va arrêter de tweeter, c'est ça ?
Après, quelque chose qu'on a vu récemment. En tant que président de franchise, il ne peut pas non plus s'exprimer n'importe comment. Oui, il ne peut pas dire je veux tel joueur, signer LeBron James, etc. Voilà, donc normalement, je pense que ça lui ferait du bien de se calmer, de communiquer en interne plutôt qu'en externe. On sait que les présidents fraîchement élus ont un peu de mal à lâcher Twitter en ce moment, donc on va voir comment. Tu parles de Phil Jackson, c'est ça? Du côté, non, je parlais d'un autre. Ah oui, pardon. Je parlais d'un autre encore un peu au-dessus au niveau responsabilité. On va passer au top et au flop. Les tops et les flops de la semaine, on va commencer avec un top en rapport avec l'actu d'ailleurs, parce que ça a été annoncé pendant le All-Star Game. C'est la deuxième édition de l'Africa Game qui a été confirmée par la NBA en marge du All-Star Game. Ça se déroulera le 5 août 2017 à Johannesburg. C'est une bonne nouvelle. Georges, on voulait en parler notamment parce que tu travailles sur Canal Afrique, donc il y avait un mot à en dire et c'est vraiment une bonne nouvelle à la fois pour la NBA et pour l'Afrique. Oui, tout à fait. Ça va être l'équipe de Bismack Biyombo remplie de joueurs africains contre l'équipe de CJ McCollum. Le premier Africa Game a eu un impact colossal sur le continent. Ça va être encore le cas. C'est pas le match lui-même qui a beaucoup d'intérêt. C'est un peu comme un All-Star Game d'ailleurs. Mais le fait de réunir toutes ces stars, ces dirigeants, ces décideurs sur le continent africain, ça fait avancer le projet. Et on sait que la NBA est en train d'investir dans des académies, notamment au Sénégal avec le projet SEED. Alors, tout ça est énorme pour permettre aux jeunes joueurs d'avoir une formation et une éducation de qualité, ce qui n'existait pas suffisamment par le passé. Et on devrait revoir probablement Nicolas Batum et Boris Dio qui étaient à la première édition. Oui, mais d'ailleurs, ce serait un peu aussi bien qu'ils soient transparents, en tout cas sur les règles de sélection des joueurs africains, parce qu'il y a eu quelques doutes et quelques joueurs qui sont pleins en disant non, mais bon. Evan Fournier veut absolument y aller. Il a des origines algériennes. En plus, je trouvais ça très cool, c'était hyper cool de sa part. Mais sinon, on prend tout le monde, c'est pas grave. Tous les vedettes qui veulent venir sont les bienvenus. On peut pas vraiment critiquer. On sait qu'il y a une part de business, etc. là-dedans, évidemment, mais on peut pas critiquer ce genre d'initiative. C'était donc pour en dire un mot, évidemment. On va passer au flop qui est le All-Star Weekend. On voulait en dire un mot quand même. Dieu merci, il y a eu d'autres actus qui nous ont permis de ne pas avoir à parler de ça en sujet principal, mais il y a eu le All-Star Weekend, 192 à 182 pour la conférence Ouest, ce qui nous fait donc 374 points cumulés avec 75 dunks dans le match. C'est la stat qui fait mal, 52 points pour Anthony Davis. Est-ce que, messieurs, on a touché le fond en termes de niveau de... Ça fait un bon moment qu'on touche. Après, en plus, on l'a même touché avant le match, parce qu'il y avait déjà des joueurs qui disaient, Paul Millsap, qui disait « je vois pas l'intérêt de défendre, les gens veulent des dunks, etc., ils veulent du spectacle ». C'est même pas vrai. Et au bout d'un moment, c'est pas vrai. Et moi, ce que je déplore là-dedans, on sait que le All-Star Game, ça va être une célébration du basket. Mais si on célèbre le basket, c'est pas du show. Sinon, on va voir les Harlem Globetrotters. Voilà. Tout à fait. Voilà, et faire croire aux gens qui s'intéresseraient au basket, aux jeunes qui s'intéresseraient au basket, que le basket c'est ça, c'est pour moi le pire exemple à donner à une célébration du basket. Et c'est ça que je déplore le plus, parce que honnêtement, passer 2 heures devant ce match-là, mais c'est à se tailler les veines. Et par contre, j'admire énormément Giannis Antetokounmpo, qui a joué un des rares joueurs, et Russell Westbrook. Qui ont défendu, et Kyrie Irving, 6 interceptions. Voilà. Mais il y a des joueurs qui voulaient jouer. Même Marc Gasol, Kyrie Irving a dit, ça fait 4 jours que je n'ai pas joué, j'avais envie de faire un peu de cardio. Et il faudrait que tous les joueurs soient dans cette mentalité. Ils ne sont pas obligés de se jeter par terre, de jouer le passage en force, c'est ce que disait Steve Kerr. Mais juste trouver le juste milieu entre ne pas défendre du tout et défendre suffisamment pour que ça ressemble à un match de basket et pas une exhibition théâtrale des Globetrotters. Pour moi, tous ces recours, c'est des recours en carton-pâte. Ils sont complètement dévalorisés. Ça ne veut rien dire. Vous savez, avant le match, quand Anthony Davis voulait le titre de MVP, il est chez lui. Et finalement, tout le monde lui fait le ballon. Ça fait 18 dunks. On se rappelle, il y a une scène sympa, le alley-oop entre Russell Westbrook et Kevin Durant. C'est sympa, ça fait la fête sur le banc, etc. Non, vraiment, c'était très drôle. Mais en revanche, je me souviens aussi d'une époque où Jordan est boycotté dans le Star Game, où personne ne veut lui filer la balle. Avec Isaiah Thomas. Parce qu'il y avait quand même une rivalité entre les joueurs. Au bout d'un moment, alors moi, je suis pas vraiment, je vais pas à chaque fois dire regretter le bon vieux temps. On faisait croire que ça c'est mon rôle de vieux briscard. Non, mais que les joueurs d'antan ne s'appréciaient pas. C'est pas vrai. Ils jouaient au poker ensemble à Las Vegas, etc. Un truc. Mais au bout d'un moment, un minimum de compétition.
compétition. Sinon, on s'emmerde. On s'emmerde. Regardez le match de 2003. Parce que moi, j'ai donné comme exemple le match de 62 quand Chamberlain met 41 points. Il y a des images sur Internet et on voit que ça défend vraiment. Et on n'est pas obligé de remonter à 62. En 2003 déjà, tu avais Kobe contre Jordan. Jordan qui marque le panier décisif. Et ça défend beaucoup plus. On ne leur demande pas de faire n'importe quoi, de prendre des risques. Le problème, c'est quoi? C'est que toutes ces vedettes avec leurs sponsors et leurs partenaires, ils font la fête pendant 3 jours. Ils dorment très, très peu. Ils arrivent sur les rotules dimanche. Ils ont tous peur de la blessure bête. Ce qui se comprend. Donc, il faut réorganiser complètement le truc pour que la priorité redevienne un match potable le dimanche. Et d'ailleurs, faire la même chose le vendredi, parce que le Rookie Challenge, c'est aussi pathétique que le All-Star Game le dimanche. Après, Jordan et Magic Johnson et Larry Bird pouvaient, pareil, se prendre des cuites toute une nuit en jouant aux cartes, et finalement, le lendemain, ils arrivaient quand même à défendre. Mais eux, des fois, le faisaient même en saison ou en Et ils le faisaient même en saison. Mais en tout cas, t'as raison, je pense qu'on est tout à fait raison. Et en plus, il y a même des joueurs qui sont d'accord. Steve Kerr, qui a coaché le match, il est d'accord. Il dit on sert à rien, etc. Il faut revoir ça. Mais je pense qu'en plus, honnêtement, Adam Silver qui regarde ça, il en est conscient. Enfin, je pense qu'au bout d'un moment, dans la Ligue, dans la NBA, on commence à en prendre conscience parce que tout le monde s'emmerde devant ce match. Mais même si je suis gosse, à 8 ans, si j'avais commencé à regarder ça à 8 ans, mais je me serais mis au foot. Même un fan de jeux vidéo s'ennuie devant ce spectacle. Parce que c'est cette génération-là qu'on voit dans le match. C'est-à-dire qu'on comptabilise les points, les dunks, les tirs à 3 points, comme dans les jeux vidéo. Et j'ai rien contre les jeux vidéo, mais un vrai match de NBA avec les meilleurs joueurs au monde, c'est pas un jeu vidéo. J'ai pas honte de le dire, et je suis désolé Georges, parce que tu l'as commenté en direct, moi je l'ai même pas regardé en direct, je sacrifie plus mon sommeil pour ça. J'ai pas honte de le dire. Ça m'a permis d'avoir le trade de DeMarcus Cousins. Heureusement qu'il était là. Je suis désolé, mais voilà. Et même les concours étaient décevants. Voilà, j'allais dire un tout petit mot, moins bon que ces dernières saisons. Sur le concours de dunk qui a quand même été d'un ennui assez terrible. Ouais, et puis bon, il y a encore ce truc avec les accessoires. Alors moi, les faux, ça a été Dwight Howard et sa cape de Superman, je trouvais ça déjà ridicule. Là, le drone et ses 8 échecs avec, enfin, je vais au bout d'un moment. Disons que la cape, ça prenait moins de temps, parce que là, il a fallu remettre le ballon, remonter, remettre le ballon. Ridicule, et puis en effet, c'est laborieux pour tout le monde. Ouais, c'était compliqué. Et puis la soirée est longue, parce que c'est entrecoupé de 150 pubs. Et à mon avis, il faudrait ramasser sur 2 jours. Étaler sur 3 jours, c'est trop long. Faire, par exemple, comme avant, le Rookie Game et les concours le même soir avec beaucoup plus de rythme et surtout un match sérieux le dimanche. Et on en vient à un point où le concours le plus important, le plus cool, c'est le concours à 3 points. C'était celui qui était le plus chiant il y a des années. Voilà. Maintenant, le concours à 3 points devient le truc le plus amusant à regarder. Oui, c'était décevant. Il ne faut pas oublier qu'ils jouent sur 34 points parce qu'ils ont un rang avec que des ballons doublés. Donc sur 34 points, fait 19-20, c'est pas si extraordinaire que ça. Donc même ce concours-là était un tout petit peu décevant. Il peut le dire. Et on va parler du Rising Star Challenge juste après un petit jingle parce que c'est notre débat. We talking about practice, man. What are we talking about? Practice. Le Rising Star Challenge s'est terminé par une victoire du reste du monde, puisque le format est différent du All-Star Game, évidemment. D'ailleurs, on était passé par rookie contre sophomore à une époque aussi pour ça. Mais donc là, c'est des rookies et des sophomores toujours, mais divisés en monde contre USA. Et ils nous ont permis d'illustrer une déclaration de Nicolas Batum qui a expliqué il y a quelques jours toutes les prochaines superstars de la NBA. Aucune n'est américaine. C'est un constat plutôt intéressant parce que du coup, on s'y est penché. Il avait dit à notre correspondant Melvin, c'est ça? C'est ça, il l'a expliqué directement à Basket USA et à Melvin Carsanti. Et le constat est intéressant parce que c'est vrai que si on pense futur superstar, mais si on commence à penser à Giannis Antetokounmpo, à Joel Embiid, à Kristaps Porzingis ou à Nikola Jokic qui étaient dans ce match, et du côté américain, c'est un peu plus maigre. Est-ce que c'est le signe que le monde du basket est en train de pencher vers le reste du monde? Est-ce qu'on parle, si les jeunes étrangers prennent le pouvoir, on parle des jeunes étrangers qui sont actuellement en NBA, on est bien d'accord, pas du potentiel qui arrive. Je pense qu'il y a toujours une part de fait qui s'explique parce que Kristaps Porzingis a quand même joué en pro en Espagne, c'est le cas aussi de William Gomez, c'est le cas de beaucoup de jeunes européens ou joueurs étrangers qui arrivent en NBA. Il y a toujours ce degré supplémentaire d'expérience qui rentre en compte. Et voilà. Et c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a toute cette classe étrangère qui est au-dessus des Américains. Malgré tout, pour moi, en termes de bassin de population et de bassin de talent, les États-Unis restent malgré tout supérieurs
sur du long terme, sur le temps de développement que ça va prendre, mais il y a quand même du Devin Booker, il y a quand même du talent. C'est une des exceptions que citait Nicolas Batum. Il y a une déclaration de Kobe Bryant qui était intéressante aussi, qui dit « Je pense simplement que les joueurs européens sont plus doués » et surtout il complétait « On leur apprend à jouer de la bonne manière dès le plus jeune âge. Ils sont plus doués, c'est quelque chose qu'on doit vraiment corriger aux États-Unis. Il faut qu'on apprenne à nos gamins à bien jouer. » Ils sont moins doués que les athlètes américains, au contraire, mais ils sont mieux formés et même les experts américains reconnaissent depuis au moins 10 ans maintenant que la formation européenne est 10 fois meilleure au système AAU. Alors voilà, c'était Kevin Garnett. Les gamins. Kobe Bryant aussi. Donc, INSEP, les centres de formation en France, c'est ça qui produit les 10 joueurs en activité français dans la NBA et plein d'autres qui gravitent autour dans la NBDL. Et puis l'école espagnole, par exemple, c'est formidable. Hein, je veux dire, Ricky Rubio, bon, même si on a l'impression que c'est un joueur moyen, etc., je veux dire, il est quand même toujours en NBA, il est quand même meneur titulaire, etc. C'est quand même un joueur qui a commencé à professionnel à 14 ans. Oui, très jeune. William Gomez a été responsabilisé très tôt. Pogazol avait été responsabilisé très tôt. C'est d'ailleurs une qualité que le championnat espagnol n'a pas, contrairement au championnat français. Mais donc voilà, ce sont que des joueurs qui arrivent toujours avec des connaissances, après avoir fréquenté des professionnels. Et ça, c'est toujours important, ne serait-ce que dans la préparation au quotidien. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi la différence avec le système AAU que dénoncent justement des joueurs comme Garnett, c'est un système carrément sauvage. Ouais, c'est l'usine. Et tout dépend de la qualité des hommes qui gravitent autour des jeunes joueurs. Ils peuvent faire des tournois le week-end où ils jouent 4 matchs le samedi, 4 matchs le dimanche. Ils vont user leurs articulations à l'âge de 15-16 ans. Tout ça pour la gloire des marques de chaussures qui sponsorisent des tournois et la gloire de ces entourages un peu mi-agents, mi-famille, mi-copains qui sont là globalement pour exploiter les jeunes talents. Et tandis que tout ça n'existe absolument pas de la même manière si vous êtes en France, en Serbie, en Allemagne, en Espagne, en Italie, etc. Fabrice Gauthier m'avait dit exactement la même chose que Georges. Enfin, exactement la même chose qui est l'ostéopathe pour ceux qui des Clippers. Et donc aussi de Carmelo Anthony, etc. Que le système WAU était... c'est inhumain dans le sens où déjà il n'y a pas d'apprentissage du jeu. Voilà, on fait jouer des matchs parfois 8 par week-end, voire 10 par week-end, etc. Dans ces matchs-là, c'est la course à l'individualité, au jeune talent qui va briller, etc. Et c'est la D-League, c'est du playground basketball, et il n'y a pas de formation. Donc en gros, c'est la course à l'exposition et au pognon indirectement. On espère qu'il y en a un qui va finir par être en NBA et gagner 1 million de dollars. Et puis on peut en parler avec certains des agents qu'on a eu aussi sur le plateau. Combien d'agents gravitent alors qu'ils n'ont pas forcément le droit autour de cette jeunesse-là pour les accaparer, les signer, et leur faire miroiter certaines choses. Enfin voilà, c'est ignoble. Après, malgré tout, ça reste des basketteurs en termes d'infrastructures athlétiques, etc., qui leur permettent d'être, lorsqu'ils arrivent à 17, 18 ans, qui sont formés, enfin voilà, athlétiquement parlant. C'est pas la même chose que le système scolaire. Le système scolaire américain fonctionne encore plutôt bien, mais les gens oublient que ça ne représente que 4 ou 5 mois de la saison. Et les 7 mois hors de la saison basket, les joueurs sont un peu livrés à eux-mêmes dans ce système AAU, et c'est là le gros souci. Alors, je voulais juste dire que la NBA en souffre aussi parce qu'en NBA, en fait, c'est aux États-Unis globalement qu'on ne s'entraîne pas. Et en NBA, on ne s'entraîne pas. Si on fait 2 entraînements par jour, c'est déjà très bien et ce ne sont pas des entraînements très poussés. Et si les joueurs progressent d'année en année, c'est que ça dépend des joueurs et du travail qu'ils ont accompli durant l'été eux-mêmes. Et un joueur qui n'est pas formé quand il arrive aux États-Unis, s'il ne s'entraîne pas, aucune franchise ne va le pousser au cul pour l'entraîner et le former. Donc c'est pour ça que les Européens ou les étrangers en général, quand ils arrivent, ils ont cette éthique, ils travaillent et ils ont déjà des fondamentaux que d'autres n'ont pas. Et un meilleur coaching. Le dernier mot, il faut expliquer aux gens, c'est que par exemple la Fédération française chapeaute tout à partir de l'âge de 8, 9, 10 ans, mini, poussin, etc. Aux États-Unis, il faut attendre le système scolaire, junior high school, on va dire à partir de 14 ans et entre 16 et 18 ans, le lycée, et entre 18 et 22 ans, système universitaire. Là, c'est scientifiquement plutôt bien structuré, avec des très grands coachs, mais en Europe, vous avez du coaching de très bon niveau, beaucoup plus jeune, et un écrémage et une sélection, et tout ça est chapeauté par la fédération et géré sérieusement, tandis qu'aux États-Unis, cela n'existe carrément pas. On va voir les très jeunes joueurs actuellement qui cartonnent en NBA et qui ne sont pas américains, on va les faire défiler. Giannis Antetokounmpo, 23
23 points, 8 rebonds, 5 passes, mais il y en a d'autres. Joel Embiid, qui vient lui à 20 points, 8 rebonds et 2 contre ennemis, 22 ans. Camerounais, Kristaps Porzingis, laiton, 21 ans, 18 points, 7 rebonds. On va voir aussi Nikola Jokic, qui vient de Serbie, 22 ans, 16 points, 9 rebonds. Il y a énormément de très bons joueurs. Emmanuel Mudiay, 20 ans. Jamal Murray, 19 ans. Là, on a vraiment une liste qui est quand même assez incroyable. Les deux derniers, c'est Andrew Wiggins et Karl Anthony Towns. Alors, Karl Anthony Towns, on a mis, c'est les Dominicains, c'est un cas un peu particulier. La double nationalité. Sur les 4 derniers, on est quand même joué en République dominicaine. Sur les 4 derniers, Jamal Murray, Mudiay, etc. On est quand même dans des joueurs qui viennent d'un système américain. Andrew Wiggins, notamment Kansas. Moi, je voudrais revenir, ne serait-ce que sur Giannis Antetokounmpo, qui, je ne parle pas de son profil de joueur, mais de sa progression de joueur. Qui vient quand même de la D2 grecque. Ça me rappelle énormément Dirk Nowitzki, qui lui venait de la D2 allemande. Et deux joueurs que personne n'aurait attendu à de tels niveaux, à de telles hauteurs. Et tout cela, ça vient de quoi? Ça vient du travail individuel. On connaît tous. Et avec la sélection nationale. Et la sélection nationale, évidemment. N'oubliez pas ça, parce que pendant l'été, ils jouent dans les plus hautes compétitions internationales avec une sélection forte contre les meilleurs joueurs au monde. Quelle meilleure manière de progresser? Alors, comment les Américains, qu'on va voir la sélection Team USA du Rising Star Challenge, comment ces Américains-là, eux, peuvent faire basculer la vapeur? Parce que c'est vrai qu'au final, quand on voit l'équipe américaine, finalement, c'était peut-être même moins glamour que le reste du monde. Surtout au niveau des grands. Après, il y a des différences d'âge, d'expérience. Mettre Brandon Ingram à côté de Karl Anthony Towns, c'est pas non plus très juste pour l'un. Par exemple, pour Brandon Ingram, ils sont tous rookies au sophomore dans les faits. Mais tout ça, pour moi, ça dépend des joueurs individuellement parlant. C'est pas Team USA. Enfin, Team USA Basketball le fait beaucoup quand même, malgré tout, pour ça, en intégrant les jeunes aux côtés de la sélection nationale senior, etc., pour leur apprendre quand même des fondamentaux de travail, de l'éthique et surtout de la proximité avec de grands joueurs. Oui, il y a quand même une infrastructure, mais c'est déjà très tard. 16, 17, 18 ans, t'as raison. Bon, la situation est notable ou pas? Est-ce qu'on en fait est-ce que c'est un épiphénomène et qu'on en fait trop? Non, c'est une tendance lourde. Il y a 117 joueurs non américains, c'était états-uniens, dans la NBA, ça fait presque un quart maintenant. Et c'est une tendance lourde comme dans le hockey sur glace, on a déjà vu ça. Hein. Parce que la situation, quand même, sur les superstars et sur les prétendants au MVP, j'ai jeté un œil, c'est LeBron, Durant, Westbrook, Harden, Curry. Et dans les sélections du All-Star Game, du match Conf-Est-Conf Ouest, il n'y a que 2 étrangers pour l'instant. Oui, mais ça me donne envie de dire que si on veut améliorer l'All-Star Game, il faut faire comme le Rising Stars et faire jouer USA contre le reste du monde. Là, parce que vous avez vu les joueurs sur cette liste-là, rien qu'avec un 5 de départ, avec Gasol, Antetokounmpo, etc. Et vous avez un match avec beaucoup plus d'intensité, d'enjeu et d'intérêt. Et j'espère qu'ils vont y venir. Ils ont fait dans le hockey ce changement. Georges, toi qui as la double culture, je pense que les Américains seraient un peu plus énervés s'ils perdent dans ce cas-là. Complètement. Ouais, on est d'accord. Ça redonnerait un coup de fouet à ce All-Star Weekend qui en a grandement besoin. Pas d'inquiétude. Non, mais après, c'est juste sur le principe. D'ailleurs, c'est une très bonne chose. Est-ce que ce qui pourrait être génial, c'est que la NBA, l'Amérique du Nord, devienne ce théâtre-là, mais finalement, tous les meilleurs joueurs du monde sont là. C'est mondialisé, mais c'est déjà le cas. Honnêtement, c'est déjà le cas. Je pense qu'il y a, c'est déjà le cas, mais il y a 50 à 100 joueurs il y a des stars de toutes les nationalités. Il y a 50 à 100 joueurs en Euroleague qui potentiellement pourraient, pas tous en même temps, mais pourraient intégrer à l'heure actuelle la NBA. Mais il y a aussi beaucoup de joueurs en D-League qui pourraient intégrer la NBA. Malgré tout, ça cristallise quand même les meilleurs joueurs du monde. Faut pas se leurrer. Après, oui, de toute façon, c'est un aspirateur au talent du monde entier. Moi, j'ai pas d'inquiétude trop sur le basket américain. J'ai pas d'inquiétude. Brian Colangelo se l'est joué lors des derniers Jeux Olympiques de Rio en disant que ça y est, les États-Unis n'avaient plus aucun concurrent. Jerry Colangelo, Brian, c'est autre chose encore. Jerry, merci Georges. Je suis pas d'accord avec lui. Je pense qu'au contraire, si justement il recommence à avoir l'arrogance d'il y a quelques années, ça va leur retomber dessus. Malgré tout, ne t'inquiète pas, Popovic va régler ce C'est problème. vrai, t'as raison. C'est reparti pour 10 ans. Donc non, pas d'inquiétude. En un mot, oui ou non, les jeunes étrangers sont-ils meilleurs que les jeunes Américains aujourd'hui en NBA? Moi, je dirais oui. Ils sont mieux préparés, mieux formés. Par contre, il y a une génération d'arrières américains qui arrive avec cette prochaine draft. Et là, par contre, il y a quelques bijoux style Steph Curry dedans. Donc, je pense qu'au niveau des grands, c'est normal, le monde est grand. Donc, si on peut piocher en Afrique, en Europe... J'ai eu mon oui, Jérémy.
Je sais pas quoi répondre à ça. Ça ne t'engage à rien. Non, je sais pas quoi répondre à ça. Est-ce que, en tout cas, lorsque les jeunes qu'on a aujourd'hui, les jeunes étrangers qui arrivent en NBA aujourd'hui, oui, je pense qu'à l'instant T, lorsqu'ils arrivent, ils sont plus formés et plus compétents que leurs homologues américains. Ils sont plus prêts. Je suis d'accord. Talentueux, je sais pas. Allez, on va faire un petit détour hors de l'actu avec Tadeusz Young. Il n'a pas été transféré, il n'était pas au All-Star Game, mais il a de la chance. Il a répondu à nos questions il y a quelques jours. C'est le catch and shoot, ça va très vite. Michael Jordan, of course, which is everybody's favorite all-time player. When you grow up watching a guy like that, he's hard not to be your favorite all-time player. Reggie Evans, that was my favorite teammate of all time. Great vet to me. It's a close, almost. It was almost a tie between him and Elton Brand. But I had to push Reggie over the top because he was one of the guys that kind of showed me how to play in this league. Elton, he was definitely one of the guys that helped me, but Reggie helped me a little bit more. Madison Square Garden. It's always great to play there. The atmosphere is crazy. Always when you go there, it's always a sellout game. The fans really love the Knicks, and they talk a lot of smack when you're playing against them. Kevin right now. Kevin Durant. Yeah, he there's so many ways he can beat you right now, and he's playing with a great team in Golden State. But I'll probably say he's one of the more difficult ones to guard right now. Him, Carmelo. When I hit the game-winning shot over Dwight Howard in the playoffs, well, it wasn't to advance us to the next round, but to keep us alive in the series. Voilà pour cette petite rencontre avec Tadeusz Young. C'était à Londres, bien évidemment. Vous avez reconnu l'O2 Arena. Nous, on passe à l'invité. Notre invité cette semaine est le président de Knicks Nation France, la première association loi 1901 concernant une franchise NBA en France. Julien Barthélémy, bonjour. Bonjour, merci de m'avoir invité en tout cas. Eh bien, merci à toi d'être avec nous. On va tout de suite présenter Knicks Nation France et on va voir quelques stats sur l'association. Plus de 200 membres. Alors, n'hésite pas à nous corriger. Les chiffres sont bons. Voilà, 13 000 abonnés sur Facebook, plus de 3 500 sur Twitter. Et la première question, évidemment, c'est de savoir comment est née Knicks Nation France. Pourquoi une association loi 1901 ? Alors, c'est parti surtout d'une... Sur les réseaux sociaux, on a l'habitude de parler entre nous, de commenter entre nous, et en fait, la rencontre n'est plus d'actualité. On avait une page qui fonctionnait bien, qui se développait de plus en plus, et on a pris simplement la décision de passer à l'étape supérieure. Et l'association Loi 1901, c'était simplement pour devenir un interlocuteur qui puisse parler aux Knicks, parler à la NBA. Au début, c'était vraiment qu'une idée, parce qu'on ne savait pas ce que ça allait donner. Et puis finalement, on a lancé ça au mois de septembre. Les gens ont répondu présent, puisque vous avez vu les stats, il y a aujourd'hui 200 membres, mais dès la première semaine, on avait 100 demandes d'adhésion. Surtout, le but, c'était de faire des voyages et de pouvoir faire découvrir aussi aux gens ce que c'était le spectacle NBA et ce que c'était aussi le Madison Square Garden et voir leur équipe préférée. Donc voilà, l'idée, elle est venue comme ça. C'est parti d'une page Facebook, toute simple. Et l'idée, c'était de devenir une association d'interlocuteurs. Mais alors pourquoi les Knicks ? Est-ce que vous êtes masochiste ? Qu'est-ce qui explique cette adhésion à la franchise ? Ça y est, les attaques. Je pense que la NBA, c'est cyclique, en fait. Moi, quand j'ai commencé à suivre les Knicks en 1994, les Clippers, par exemple, étaient des losers incroyables. Celui qui débarque aujourd'hui, c'est quand même une équipe qui est au-dessus au niveau de la conférence Ouest, en tout cas dans le top 4. Donc c'est cyclique. Moi, je suis tombé dans un cycle qui était plutôt bon, puisque c'est le cycle des années 90. Donc Ewing, Starks, Oakley, Larry Johnson, etc. Et du coup, on ne lâche pas quand on a une équipe de cœur et quand on accroche. Voilà, et on a aussi dans notre association beaucoup de gens qui ont la trentaine comme moi et qui ont découvert les Knicks à cette période-là. Ceux qu'on peut moins comprendre, par contre, c'est ceux qui sont jeunes. Ceux qui arrivent maintenant. Ceux qui sont jeunes, voilà. Je pense qu'il y a l'image aussi de New York. Il y a ça qui doit jouer, en tout cas, je pense. Et puis, il y a aussi les fans de Carmelo Anthony, les fans de Derrick Rose, qui sont venus récemment.
Mais c'est vrai que ça a un peu changé. Moi, je me souviens de l'époque avec Georges dans les années 90 où les fans étaient plus attachés à une équipe et pas forcément aux joueurs. Et là, avec les jeunes générations sont plus attachés aux joueurs au final. Et on a des supporters de Cleveland qui sont devenus supporters de Miami et qui sont redevenus supporters de Cleveland. C'est ça le problème, c'est qu'ils bougent beaucoup plus, peut-être aussi les stars. Le grand moment, c'était le voyage à New York. On voit les photos derrière. Comment ça s'est passé et comment vous avez été accueillis d'ailleurs? Vous étiez 80, hein, c'est ça, si je ne dis pas de bêtises. Comment vous avez été accueillis par les Knicks? Alors, en fait, le voyage, il a été lancé en septembre. Le 15 septembre, on a laissé 2 semaines pour s'inscrire, donc pour payer, etc. Pour limiter justement le nombre de personnes. Aucune facilité de paiement, etc. Et en fait, on s'est retrouvé à 80 alors qu'on pensait partir à 20 ou 30, ce qui aurait été déjà bien. Mais derrière, c'est rentré en contact avec les Knicks en leur disant le nombre qu'on était, donc même eux, ça les a un peu surpris. Ça a été de rentrer en contact avec la NBA, mais ça s'est fait de manière immédiate. Au mois de fin septembre, on avait déjà les contacts. Et c'est vrai que tout au long d'octobre jusqu'à une semaine du départ, on était en contact et ils nous ont permis, d'ailleurs j'en profite pour les remercier, NBA Europe particulièrement, qui a appuyé au sein des Knicks pour nous accueillir. Et quand on est arrivé là-bas, une personne de la NBA s'est déplacée le vendredi avant le match des Nuggets pour nous rencontrer, pour prendre des informations un peu sur le mouvement Knicks Nation France. On a une personne des Knicks qui nous a pris en charge du début à la fin. Et donc il y a eu des choses qui sortent un peu qui étaient un peu irréelles pour certains, voire John Starks par exemple. Pour des personnes comme moi, c'était un peu fantastique. Je crois qu'on a la photo en plus, normalement elle devrait. Voilà. Merci Simon Stéphane en régie. Wow. Exactement, elle a un peu changé. On a eu l'accès au shoot-around aussi des Knicks. On a fait descendre tout le monde sur le parquet aussi, donc ça c'était quelque chose que les gens... Parquet du Garden, oui, c'est quelque chose. Hein. Et je pense que c'est des bons souvenirs et c'est pour ça qu'on a créé cette association, c'est pour permettre aux gens d'avoir des conditions qu'ils n'auraient pas eues s'ils étaient allés eux-mêmes en fait. Aujourd'hui vous êtes toujours la première et la seule association de ce type en France en fait? Oui, aujourd'hui on est toujours la seule et d'ailleurs je suis un peu déçu, je pensais que ça allait donner vraiment un élan. Je pense que plus de gens se lanceront dans ce type d'association, plus la NBA prendra au sérieux et créera des animations sur ces déplacements-là. Donc, je pense notamment aux Celtics, aux Lakers, aux Bulls qui ont des grosses communautés de fans. Mais aujourd'hui, il faut quelqu'un comme vous pour organiser tout ça. Oui, après, c'est vrai que c'est du travail et déjà tenir une page correctement, mettre du contenu, etc. On voit qu'au fil du temps, sur certaines pages, il y a des gens qui arrêtent, qui recommencent, qui arrêtent parce que ça prend du temps. L'association, c'est un cran au-dessus. Donc, c'est vrai, mais ça vaut le coup quand on voit les résultats que ça peut engendrer, comme le voyage et la manière dont ça fait plaisir aux gens, surtout. Et vous avez déjà un autre voyage prévu, si je ne dis pas de bêtises, et cette fois, vous partez carrément à Miami. Oui, on part à Miami pour voir les Knicks à l'extérieur. Donc ça, c'est... C'est marrant, vous n'avez pas choisi le Minnesota. Un match à l'extérieur, vous prenez Miami, comme ça. C'est un très bon choix. Disons que c'était... moi, je l'ai choisi parce que déjà, je connais bien Miami. Dis donc, c'est pas cher. Je m'inscris tout de suite. Georges, j'y repars en vacances tout de suite. C'est le bienvenu, Georges. Non, Miami, c'était pour le côté sympa, parce que c'est vrai qu'à New York, on y allait, il y a des tempêtes de neige, donc on n'a pas quand on aime New York, on aime New York. Ah oui, là, c'est typique. C'est des conditions climatiques qui étaient compliquées. Et Miami, ça permet aussi de prendre cette expérience-là, d'aller voir les Knicks à l'extérieur. Moi, je l'ai déjà fait et c'est assez sympa en fait, donc j'aimerais faire découvrir ça. Bon, on l'a lancé juste après le voyage de New York, donc on l'a lancé pour être moins de 80. Là, on espère être vraiment une vingtaine. Et puis surtout, on prépare l'année prochaine pour proposer beaucoup plus de voyages que ça, beaucoup plus qu'un. Est-ce que vous prévoyez d'aller les voir en play-off quand même ou Oh, il est dur. C'est ce qui est... il est petit. Ce qui est intéressant, effectivement, c'est qu'on a un calendrier court, donc au mois d'avril, en général, c'est fini. Un petit mot pour terminer, on va se revoir, hein, on vous tient déjà au courant. Dans l'after, on va reparler des Knicks. Comment on fait pour devenir aujourd'hui membre de la Knicks Nation France? Combien ça coûte? Est-ce que ça coûte? Combien ça rapporte? Dites-nous. Alors, ça rapporte rien. Par contre, donc l'adhésion est à 15 €.
Vous allez sur knicksnationfrance.com, donc on a un site internet où vous avez toutes les informations disponibles. Voilà, on prend tout le monde aujourd'hui, on a des Français, on a des Suisses, on a des Belges, on a des Irlandais, on a des Gabonais, on a quelqu'un qui est au voyage qui s'est déplacé de La Réunion pour nous rejoindre à Paris. Donc on voit que c'est un mouvement qui est beaucoup plus large que la France elle-même. Donc voilà. Et on a les contacts qui devraient s'afficher en bas de votre écran. Donc de toute façon, et on relaiera tout évidemment sur Twitter, Facebook. Voilà, regardez ça, contact avec Knicks Nation France si vous voulez vous renseigner. En tout cas, c'est une bien belle initiative et on était très contents de te recevoir. On reste ensemble et on va finir. Il y a un petit quiz sur les Knicks évidemment. Donc il va y avoir un avantage pour quelqu'un dans la salle. Et on reste. Peut-être pas. Et il y aura l'after aussi. Est-ce qu'il y a des gens dans cette association qui se souviennent des Knicks de 70 et 73 qui ont été champions NBA? C'est vrai que c'est une bonne question. C'était le pinacle de leur histoire avec Walt Frazier, Bill Bradley, Phil Jackson, Dave DeBusschere. Moi j'avoue qu'en étant gamin aux États-Unis, j'étais très fan de cette équipe et de ce jeu ultra collectif avec des joueurs tous très adroits, Jerry Lucas. On va en reparler. Est-ce qu'ils connaissent ou pas? Alors moi, j'en ai pas rencontré. Je sais qu'il y a des gens qui ont 45 ans, donc c'est un peu trop court. Mais c'est vrai qu'on aimerait en avoir des gens comme ça, parce que c'est des vraies bibliothèques, et puis c'est des gens qui ont vécu les seuls titres des Knicks. C'est vrai. Donc c'est un peu... On fait des recherches historiques. On va c'est des choses qu'on n'a pas vécues. De cette période dans l'after, justement. On passe au pronostic. C'est Jordanesque. Les pronos sont de retour avec Georges Eddy qui est de retour de vacances. Juste signaler quand même qu'en ton absence, Georges, on a fait les pronos sur le All-Star Game et je tiens à dire que Jérémy a trouvé le vainqueur du concours de dunk et la conférence Ouest qui gagnait. Voilà. Donc Youssef était à 0 sur 3 la semaine dernière. Moi j'en avais 1 sur les 3 qu'on avait pronostiqués. Youssef n'avait pas sa place ici, je le savais. Ah ouais, carrément. Donc au total, on revient à 8 pour Georges, 10 pour Jérémy et 7 pour moi. Et on va pronostiquer sur le match de samedi à 23h. Alors j'ai pris un match des Kings pour commencer puisqu'on a parlé d'eux. Les Kings reçoivent les Hornets. Ce sera samedi à 23h. Plus 5 pour les Hornets qui vont se relancer. Ils sont au fond du trou, mais c'est le bon moment de rencontrer les Kings. Ce qui est bien, c'est que les Kings peuvent jouer le small ball à son paroxysme. Il doit y avoir à peu près maintenant 8 arrières dans l'équipe. Je vais mettre une pièce sur les Hornets si je veux garder la face. Je vais garder les Hornets aussi. Julien? C'est vrai que les Hornets sont dégringolés d'une manière incroyable. Il faut réagir à un moment ou à un autre. Ouais, et les Kings, je sais pas, ils auront peut-être aussi envie de prouver que c'est toujours une équipe de basket et qu'ils peuvent gagner sans Cousins. Mais bon, toujours. Je mettrai quand même les Hornets, même si je trouve que ce qui se passe là-bas, c'est un peu similaire d'ailleurs à New York qui a plongé avant, mais c'est un peu la même histoire. Il y aura peut-être un trade d'ici là pour les Hornets aussi. C'est vrai, pour l'instant. Dimanche à 1h du matin, Thunder Pelicans, donc on verra à l'œuvre ce fameux duo. À Oklahoma City. À Oklahoma City, ouais. Et un peu plus sympa celui-là. Je vais prendre les Pelicans juste parce que j'ai envie de voir les deux grands ensemble et ce que ça peut éventuellement donner. C'est à l'extérieur, donc il devrait y avoir une bonne cote. Hein. Oui, oui. Et de temps en temps, il faut prendre des risques et jouer les grosses cotes. Ça tombe pas toujours, mais des fois, c'est intéressant. Honnêtement, alors si on est sûr que DeMarcus Cousins joue, je pense que ça va pilonner à l'intérieur et on oublie trop souvent Omri Caspi dans cette arrivée des Pelicans. C'est vrai. Je mets les Pelicans. C'est vrai qu'il va y avoir une bonne carte bon à jouer, joueur, Caspi. à droit à 3 points aussi. Notre invité. Moi, je mettrais les Pelicans aussi parce que ça va être une des premières sorties du duo Cousins-Davis. Et puis, il y a un joueur que j'adore, moi, aux Pelicans, et que j'aimerais bien voir signer à New York, c'est Jrue Holiday. Je trouve que c'est un meneur solide et depuis qu'il est revenu, il a fait beaucoup de bien à cette équipe. Complètement. Et surtout, il sera dans une situation contractuelle où, avec la marge qui va être mangée l'été prochain, ça va être compliqué de le signer. Donc, on a déjà son frère, donc ça serait cool de le récupérer. Je vais aller seul contre tous, je vais dire le Thunder parce que je suis en retard au classement, donc il faut que je remonte. On passe au quiz. Alors, le quiz est spécial Knicks, évidemment. Vous êtes à 6 partout, messieurs. Donc, notre invité a un avantage. Julien, n'hésitez pas à donner les réponses. Carmelo Anthony est arrivé à New York en 2011. Il arrivait de Denver, mais une troisième équipe était impliquée dans le trade. Laquelle? Wow. Il y avait Corey Brewer, notamment. Wilson Chandler, etc. Minnesota. Voilà. Bien joué, Georges. C'est parce que tu as dit Corey Brewer. Un point pour Georges. Indice m'a aidé. Et en fait, il y avait énormément de joueurs impliqués dans ce trade, je l'ai revu depuis. Comment s'appelait le coach des Knicks lors de leurs 2 premiers titres?
Oh, bah Red Holtzman. Voilà, tu l'as mentionné tout à l'heure. Si vous commencez à poser des questions dans les années 70, là, moi, je suis le roi de la Terre. Mais, en plus, alors là, très honnêtement, parce qu'on m'avait dit reprocher de faire des questions trop compliquées, je le connaissais aussi parce que Phil Jackson en parle tout le temps dans ses bouquins. C'est son maître à penser. Et je les ai tous lus en plus. En quelle année a été sélectionné Patrick Ewing? 85. Attends, la question c'est quoi? Patrick Ewing, 85. En quelle année a-t-il été sélectionné? Je vais te dire en... Ah oui, 85, sélectionné... Non, 80... C'est 5 ou 6. Hein. 86. Allez. C'était 85. Oh zut! Parce qu'il était dans l'équipe olympique en 84. Zut! Donc ça fait quand même 2-1 pour Georges et du coup on passe je pense que Julien a dit 85 avant moi. On passe à 8-7. Bon. Allez Julien, bravo. Mais je donne le point. Félicitations à notre invité. Merci beaucoup en tout cas à Julien Barthélémy d'être venu nous voir. On reste ensemble pour l'after. Merci Georges. Merci Jérémy. C'était l'épisode 153 du Hoopcast. On se retrouve jeudi soir en direct pour la trade deadline si vous nous regardez avant. Ça fait un petit teaser. On vous rappelle que le Hoopcast c'est tous les jeudis sur Basket USA, Dailymotion et iTunes. Les comptes Twitter @Hoopcast, @GeorgesD2, @Jérémy Lebescon avec un T, @NixNation France, ouais, tout en un mot. Alain Mattei, les réseaux sociaux sont en fin d'émission. Merci Georges, merci Jérémy, merci encore à Julien Barthélémy et bye bye.